Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le chandelier à 9 branches, la Hanoukia, quelques bougies à l'arrivée, une grosse polémique. Emmanuel Macron a-t-il enfreint le principe de laïcité hier soir à l'Elysée? Au départ, le chef de l'État recevait le grand rabbin de France à l'occasion de la remise du prix Lord Jacobowitz, distinction décernée aux dirigeants européens qui luttent contre l'antisémitisme. Jusque-là, pas de problème, mais les oppositions dénoncent ce qu'il s'est passé ensuite. Jacques Serret, l'allumage d'une bougie à l'occasion de Hanouka, fête religieuse juive. Oui, du jamais vu à l'Elysée. Dans la salle des fêtes du Palais, Emmanuel Macron assiste à l'allumage de la première bougie de Hanouka. À ses côtés, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Vous permettez, Monsieur le Président, qu'on chante un petit chant Allez, je peux. Moi, chanter Mao Tzu, tout le monde connaît. Mao Tzu, Des images qui choquent jusque dans les rangs de la Macronie. C'est contraire au principe même de laïcité, fustige un député. C'est une faute historique et irréparable, accuse un élu Horizon. Et la communauté française juive est loin d'approuver. Ces images me mettent mal à l'aise, regrette un Français juif sur X, anciennement Twitter. Elles sont d'une confusion néfaste et puent le clientélisme. Va falloir m'expliquer pourquoi la crèche de Noël est problématique dans les administrations, si on peut allumer les bougies de Hanouka à l'Elysée, poursuit un autre, ou comment Emmanuel Macron sème la confusion, lui qui il y a un mois n'a pas jugé utile de se rendre à la manifestation contre l'antisémitisme. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Côté réaction politique, cette célébration est une première contraire à la laïcité pour le président LR de l'Association des maires de France, David Lisnard. L'écho de cette fête est également parvenu aux oreilles de la NUPES en meeting hier soir à Saint-Ouen. Regrettable et incompréhensible, tacle la députée La France Insoumise Raquel Garrido. Évidemment que c'est une atteinte à la laïcité, mais ce n'est pas la première venant de l'Élysée, mais c'est regrettable. C'est vraiment regrettable parce que comment voulez-vous qu'un enseignant, par exemple, explique à son élève l'intérêt de la laïcité si le président il prend la laïcité et il la jette à la poubelle? Donc je lui demande vraiment de se raviser. Et en fait, le problème c'est que moi ça me fait peur tout ça. Parce que nous sommes une société, la France, qui est multiconfessionnelle et qui a une tradition depuis des siècles de tension religieuse, de tension intra-religieuse. Le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est ici. La députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, au micro d'Alexis de La Fontaine. 7h04 sur Europe 1, voilà une date symbolique. Dans un an, jour pour jour, Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes au public. Un calendrier respecté malgré l'importance de la rénovation. 4 ans après l'incendie, Notre-Dame a récupéré sa flèche. Le coq doré viendra la coiffer d'ici la fin du mois. Emmanuel Macron a prévu une visite de chantier aujourd'hui. Europe 1 a devancé le chef de l'État pour apprécier l'avancée des travaux. Reportage Antoine Bienvaux. Un an seulement avant de la voir renaître au pied de la cathédrale Notre-Dame, cernée par 4 immenses grues, Jocelyne ne cache pas son impatience, émerveillée par les travaux déjà réalisés depuis 4 ans. Les travailleurs qui s'acharnent là-dedans comme des petites abeilles autour d'une ruche, c'est fantastique. Parmi les ouvriers, Valentin qui arpente les échafaudages depuis près d'1 an. Il est chargé d'installer la charpente de l'abside juste au-dessus du chœur de la cathédrale. Tous les bois ont été préparés dans nos ateliers près d'Angers. Et aujourd'hui, sur le chantier de Notre-Dame, on réassemble avant d'utiliser la grue pour envoyer toutes ces pièces sur le toit. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. C'est quand même Notre-Dame de Paris et on a envie qu'elle soit belle. La charpente sera posée d'ici janvier. Il sera alors temps de passer à la prochaine étape, comme l'explique Philippe Jost, président de la reconstruction de Notre-Dame. Le temps des couvreurs succédera au temps des charpentiers. Les couvreurs vont donc poser les ornements en plomb sur ces charpentes en chêne jusqu'à l'été 2024. Un chantier immense qui, selon ses mots, n'aurait jamais pu se faire sans les 846 millions d'euros de dons récoltés dans le monde entier. Un reportage au pied de Notre-Dame, Antoine Bienvaux. L'actualité à l'étranger est dominée toujours par le conflit au Proche-Orient. Le président américain Joe Biden demande à Israël de protéger les civils à Gaza, une nécessité absolue, dit-il. Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce soir et appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat soumis au vote. Et on en vient à cette enquête Europe 1 à Grenoble et dans sa région où la mafia issue du trafic de drogue impose sa loi dans le secteur des travaux publics. Plusieurs chantiers publics à l'arrêt, dont le projet Grand Alpes. On parle ici des travaux de rénovation, de voirie ou de construction d'ouvrages. Le procureur de la République dénonce un système mafieux à l'œuvre. Silence des entrepreneurs gagnés par la peur des représailles. William Molinier, vous avez mené l'enquête pour Europe 1. Une réalité s'impose. Cette mafia ne vient pas de nulle part.
mais du trafic de drogue. Oui, parce que les dealers se retrouvent à brasser des montagnes de billets de banque issus de la drogue et ils ont compris que le plus simple pour blanchir cet argent, c'est de créer des commerces, des kebabs, bars tabac, sociétés de BTP ou de sécurité privée. Ils importent donc dans le tissu économique local leurs méthodes musclées, tirs d'intimidation, raquettes, séquestration. Un gérant de gardiennage a été incarcéré à Grenoble il y a quelques mois. Il est suspecté d'avoir détourné près d'1 million d'euros en quelques mois seulement. Il employait fictivement 2 trafiquants tout en leur versant des salaires bien réels avec l'argent des stupéfiants. Autre enquête récente des enquêteurs financiers, des Serbes fichés au grand banditisme. Ils ont blanchi 1,6 million d'euros en achetant des immeubles sur la Côte d'Azur. Et selon les informations d'Europe 1, ils ont corrompu une policière en poste à Monaco et une juriste employée à la mairie de Cannes. William Molinier du service police-justice d'Europe 1 et cette montée en puissance des narcotrafiquants inquiète le ministre au compte public. Thomas Cazenave annonce le redéploiement de centaines de douaniers et l'installation de scanners mobiles dans les ports français de Dunkerque, du Havre ou encore de Marseille. Autant de sites devenus des points d'entrée de la cocaïne en Europe en quelques années seulement. Retour à la normale ce matin dans le RER parisien après une grosse pagaille hier. Ligne A, B et D à l'arrêt après une rupture de canalisation. Système de signalisation endommagé par une inondation. Des milliers de voyageurs agglutinés sur les quais et embouteillage dans les couloirs pour conséquence. Oui, un incident qui fait désordre à 7 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. L'appel de la présidente de la région Île-de-France ne va pas rassurer les franciliens. Mettez-vous en télétravail pendant les Jeux, dit Valérie Pécresse. Conseil renouvelé par le ministre des Transports Clément Beaune qui en ajoute un autre. Partez en vacances si vous le pouvez. Et puis c'est le début aujourd'hui du 37e Téléthon. On s'intéresse ce matin à l'amyotrophie spinale. Les dons ont permis de faire énormément de progrès dans le traitement de cette pathologie. Une maladie génétique rare qui se caractérise par une paralysie progressive de tous les membres. Son issue est fatale pour le patient qui en est atteint. Échéance repoussée de plusieurs années grâce à la recherche et donc aux dons. Auparavant, les bébés mouraient avant l'âge de 2 ans. Plus maintenant. Exemple avec Victoire, 4 ans aujourd'hui. Les traitements ont changé sa vie. Yasmina Katou. Lever la tête, se retourner sur le tapis d'éveil ou attraper ses jouets. À l'âge de 5 mois, Victoire n'arrivait plus à faire ses petits gestes pourtant anodins. L'amyotrophie spinale entraînait une fonte de ses muscles. Mais une seule et unique injection, une thérapie génique pour ajouter un gène de synthèse qui manquait à Victoire, a tout changé, raconte sa maman Laetitia. 2-3 jours après, sa tête était droite. Donc ça, c'était hyper impressionnant. Et une semaine après, elle arrivait à tenir assise la tête droite. C'était formidable. Ses petits jouets, elle les mettait en bouche comme un enfant normal. On peut dire que c'est un recommencement de sa vie. C'était magique. Aujourd'hui, Victoire a 4 ans, elle marche, mais elle garde une faiblesse musculaire, des séquelles qu'elle aurait pu éviter si elle avait bénéficié du traitement plus tôt. Frédéric Reva est directeur du laboratoire Généton. Quand les enfants ont été traités très tôt, de manière présymptomatique, à quelques semaines de vie, on a des enfants qui ne présentent pas de signes de la maladie. Frédéric Reva milite donc pour que l'amyotrophie spinale soit ajoutée à la liste des pathologies dépistées dès la naissance. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.